Je vais appeler à nos côtés M. Jean-Louis Dufresne, M. Serge Planton, M. Bernard Seguin, M. Hubert Rive, sous vos applaudissements, qui sont les intervenants de cet après-midi. On va parler des projections du climat futur, à savoir que tout ce qu'on dégage à l'heure actuelle dans l'atmosphère, ça va peut-être rester pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a un temps de réponse. On va parler de cela avec vous, messieurs, et nous allons, bien évidemment, à tout moment, on vous passera la parole, on vous donnera le micro et nos intervenants répondront à vos questions. Et puis il y a à mes côtés Francis Rocard, qui est le maître de cette manifestation et que je vous demande d'applaudir aussi. C'est lui la ligne éditoriale, comme on dit dans nos métiers. Voilà, on commence avec Jean-Louis Dufresne, chercheur au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon. Alors, un micro. Donc, je vais vous faire une très rapide présentation sur alors, la modélisation du climat. Parler un peu autour, sans vous parler vraiment du modèle du climat, parce que ça serait un peu long. Et pour commencer, parce qu'il y a des gens, et notamment un certain nombre de personnes qui se positionnent en tant que contestataires, j'allais dire, de réchauffement climatique et qui se considèrent comme les nouveaux Galilées de la science. Alors je vais faire un petit rappel historique pour savoir quels étaient, en tous les cas, les vrais Galilées de la science en ce qui concerne le changement climatique, le climat. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du 19e siècle, donc il y a un scientifique français, Joseph Fourier, qui a été le premier, en fait, à comprendre quels étaient les phénomènes physiques qui régissaient la température de la Terre. Ça a été le premier à faire l'hypothèse que cette température à la surface de la Terre dépendait d'un mécanisme qu'on appellera plus tard l'effet de serre, et que ça dépendait aussi beaucoup de l'intensité du rayonnement solaire. Et ce qui est assez original, c'est qu'à cette époque-là, on ne pensait pas que le climat pouvait changer. Et lui-même, en fait, se l'interdisait un peu. Et le fait que le climat puisse changer si l'intensité du rayonnement solaire changeait, ça le gênait beaucoup. En fait, il a fallu après, il y a eu un certain nombre d'années sont passées, et au fin 19e, début 20e, un certain nombre de scientifiques, dont le plus connu est Sven Arrhenius, scientifique suédois, ont émis l'hypothèse que la concentration du CO2 avait pu changer dans le passé, que les changements de concentration de CO2 pouvaient influencer le climat, et c'est le premier qui a fait des calculs d'ordre de grandeur, disant qu'un doublement de CO2 pouvait engendrer des réchauffements climatiques de l'ordre de 5 degrés. Et voilà, donc ça c'est fin 19e, début 20e. Et ensuite, à cette époque-là, donc après les travaux d'Arrhenius, qui a émis le premier l'hypothèse que la concentration de CO2 pouvait changer, à la fois dans les climats passés, mais aussi dans les climats futurs, dans le futur, avec notamment la combustion du charbon à l'époque surtout, et puis du pétrole qui commençait. Donc, Arrhenius a été le premier à émettre l'hypothèse que si on continuait à brûler du charbon, la concentration du CO2 dans l'atmosphère pouvait changer, et donc ça pouvait changer le climat. Alors cette idée a été tout de suite contestée par d'autres scientifiques. Les scientifiques aiment bien se contester les uns les autres. Et parce que les gens ont dit, oui, mais en fait le cycle du CO2 c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément, chaque année, il y a des gigatonnes, des milliards, des centaines, des milliers de milliards de tonnes de carbone qui sont pompées par l'océan, qui sont pompées par la biosphère, qui sont aussi relâchées, etc. Et ce n'est pas parce qu'on brûle un peu de pétrole que ça va changer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, il a fallu attendre assez longtemps, vers les années, l'année géophysique internationale, 1958, où en fait on a commencé à faire systématiquement des mesures de concentration de CO2 et loin des villes, parce qu'avant on le faisait près des villes, et près des villes, évidemment, il y a la combustion le chauffage, tout ça augmentait artificiellement le CO2 près des villes. Donc il a fallu se mettre loin des villes, et donc à partir de 1958, donc, il y a des mesures qui ont été faites à la fois au pôle sud et puis au milieu du Pacifique, à Mauna Loa, de concentration de CO2. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Alors on s'est aperçu que la concentration de CO2 évolue chaque année en fonction de savoir si on est au printemps ou en hiver, avec la respiration et la photosynthèse des plantes. Mais au bout d'une dizaine d'années, on s'est aperçu qu'en fait le CO2 dans l'atmosphère augmentait. Et ça, j'allais dire, ça a été le premier signe, disons, d'une perturbation forte, d'une perturbation globale due aux activités humaines. Au bout de 10 ans, dans les années 70, on a pu mesurer le fait que
la concentration du CO2 changeait, que l'hypothèse que tout ce qu'on émettait pouvait être capté par l'océan, etc., n'était pas valable, que à cause des combustions du pétrole, du charbon, etc., eh ben, on émettait du CO2 dans l'atmosphère, une partie de CO2 était captée par l'océan, mais une partie restait dans l'atmosphère, et ce CO2 augmentait. Voilà. Donc ça, c'était les premières années, dans les années 1970. Alors maintenant, on a des mesures beaucoup plus complètes. Ici, c'est l'évolution du CO2 sur 10 000 ans, grosso modo. Donc, depuis la fin de la dernière période glaciaire, on voit que le CO2 est à peu près stable, autour de 250-280 ppm, partie par million. Et puis, effectivement, vous voyez la très forte augmentation depuis les années, disons, depuis le 19e siècle. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu ce matin. Et associé à ça, associé à l'accroissement de CO2, il y a aussi un accroissement de la température moyenne de la Terre associé à cette augmentation de CO2. Alors évidemment, le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de mécanismes d'effet de serre, qui est une analogie plus ou moins contestable, bien qu'elle repose sur un phénomène physique qui est, lui, très très bien établi. Quand je parle de... Là, c'est la terminologie qui est contestable, parce que, en fait, dans une serre, ce qui fait qu'il fait chaud dans une serre, ce n'est pas lié au rayonnement, c'est dû à d'autres choses. Mais l'effet de serre, en tant que phénomène radiatif, lié à l'absorption de ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge par la vitre ou par les gaz, c'est un vrai phénomène physique qui existe vraiment. Alors, donc, quels sont les principaux gaz à effet de serre sur Terre? Alors, on a un peu parlé ce matin. Donc, le principal gaz à effet de serre, qui contribue à hauteur environ de 60%, alors je ne parle pas des nuages ici, je parle de ciel clair, c'est la vapeur d'eau. Ensuite, le deuxième gaz à effet de serre, c'est le CO2, dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Puis après, il y a l'azote, protoxyde d'azote, méthane, etc. Et donc, pour schématiser la discussion, je vais essentiellement maintenant me concentrer que sur vapeur d'eau et CO2, qui sont vraiment les deux principaux gaz à effet de serre. Je ne néglige pas les autres, mais disons c'est juste pour simplifier mon propos. Alors, un phénomène important, donc le CO2, il y en a naturellement dans l'atmosphère. On a vu que sa concentration augmentait. Et donc, comme c'est un gaz à effet de serre, ça peut changer ce qu'on appelle le bilan énergétique de la Terre, donc la température. L'autre gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Alors la vapeur d'eau, dans l'atmosphère, ce n'est pas nous qui la contrôlons. La vapeur d'eau, elle s'autorégule, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui s'évapore à la surface de l'océan, et puis elle est transportée, et puis elle se condense, elle forme des nuages, de la pluie, et elle tombe. Donc cette eau, elle est régie par des phénomènes, par la circulation atmosphérique, sur lesquels nous, on n'a pas d'action directe. Qu'est-ce qui se passe si la température change? En fait, si la température change, ce qu'on peut montrer, la physique montre qu'on peut mettre plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc si l'humidité relative de l'atmosphère ne change pas, quand il fait plus chaud, il y aura plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, on vient de voir que la vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre. Donc si vous mettez plus de vapeur d'eau, vous allez augmenter l'effet de serre, et donc vous allez augmenter la température, et donc vous avez ce qu'on appelle un phénomène amplificateur, qui n'est pas un phénomène d'emballement, je vous rassure tout de suite, mais c'est ce qu'on appelle un effet amplificateur. Donc, alors, le problème, c'est que la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui est très difficile à calculer, et on ne peut pas la calculer de façon simple. C'est là où on est obligé d'avoir recours à des modèles de type modèle, ce qu'on appelle de circulation générale atmosphérique, qui inclut un grand nombre de phénomènes physiques et qui calculent plein de choses, dont la concentration de vapeur d'eau, les pluies, la formation des nuages, etc. Et on a besoin de ce type de modèle. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui joue un rôle essentiel sur l'effet de serre, on ne peut pas la déterminer sinon de façon empirique. Alors, ça c'est un exemple de sortie de modèle. Juste le message que je vais vous faire passer. Ici, on les flèches, c'est le vent, et puis les couleurs, c'est la pluie. Et c'est pour un mois de juillet, quelconque, peu importe. Mais ces modèles de climat, c'est des modèles physiques qui calculent le vent, qui calculent la pluie, qui calculent les nuages, etc. Ce n'est pas des modèles qu'on ajuste sur les variations du climat depuis 100 ans et qui font que de l'extrapolation pour le futur. C'est vraiment des phénomènes, des modèles physiques qui calculent plein de grandeurs. Ce ne sont pas des modèles de type statistique ou autre. Alors, quand on augmente la concentration de CO2, par exemple, on la double ici, c'est une grandeur caractéristique. Je double la concentration de CO2. Qu'est-ce qui va se passer? Mes modèles, on les fait tourner, et à l'échelle internationale, ce qu'on obtient, c'est qu'au bout de
bon, dans une expérience idéalisée, disons là, on a un accroissement de température de 2 degrés. D'accord ? Et si on regarde les différentes contributions à cet accroissement de température, on s'aperçoit en bas, en bleu ici, il y a l'effet direct du CO2. D'accord ? Le fait qu'on perturbe directement, qu'on augmente le CO2, ça change l'effet de serre, et on est capable à peu près de calculer l'effet, ça accroît la température de l'ordre de 1 degré. Et en fait, après, vous voyez les autres couleurs au-dessus, en bleu clair, il y a l'augmentation de température qui est liée à la rétroaction vapeur d'eau. Hein, que je vous ai dit tout à l'heure, plus il fait chaud, plus on peut mettre de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et donc plus ça augmente l'effet de serre, et donc ça amplifie la perturbation initiale. En jaune, il y a une autre rétroaction dont on a parlé ce matin, hein, c'est la rétroaction liée à l'albédo. Hein, plus il fait chaud, plus la neige fond, ou la glace de mer, etc. Donc comme la neige fond ou la glace de mer, il y a davantage de rayonnement solaire qui est absorbé, donc ça chauffe plus. Donc ça fait cette augmentation de température. Et puis en marron, tout en haut, il y a la rétroaction des nuages, hein, sur lequel on reviendra par la suite, et qui est que les nuages réfléchissent à la fois un double effet, ils ont un effet de serre et ils refroidissent aussi la Terre en réfléchissant le rayonnement solaire. Et en moyenne, actuellement, ce qu'on trouve, c'est que les nuages réchauffent. Et alors en noir, tout en bas, hein, il y a un effet qui est de refroidir, et ça c'est l'inertie thermique de l'océan. Hein, l'inertie thermique de l'océan, ça c'est des simulations transitoires, on n'est pas à l'équilibre, hein, comme l'a très bien expliqué ce matin, donc l'océan a une très grosse inertie, et stocke une bonne partie de la chaleur, et donc ça diminue le réchauffement. Bref, si on fait la somme de tout ça, hein, on obtient le terme de gauche. Donc ça c'est en termes de valeur moyenne, donc ça c'est les derniers résultats du GIEC. D'accord ? Suivante, s'il vous plaît. Et si on regarde maintenant la dispersion entre les modèles, je ne vais pas vous montrer la courbe. La seule chose que je voulais faire ici, c'est que ce qu'on peut montrer aujourd'hui, c'est qu'un des éléments importants en termes de climat, quand on prescrit le CO2, alors on ne s'occupe pas des aérosols, des choses comme ça ici, c'est justement les rétroactions nuageuses. Hein. Les nuages, en fait, sont une des inconnues majeures du changement climatique. Ça a été déjà pas mal évoqué ce matin, alors du coup, j'ai rajouté quelques transparents. Hein. Une des façons actuellement, ce qui va probablement changer assez fortement dans les prochaines années, hein, c'est comme il a été dit, il y a maintenant des nouveaux types d'instruments. Hein. Ici, c'est ce qu'on appelle une constellation de satellites, la TRAIN, dans lequel il y a vraiment des instruments totalement nouveaux, notamment un lidar et un radar qui permettent de mesurer ce qui se passe le long de la verticale de l'atmosphère. Et ça, c'est des courbes qui datent, qui sont assez récentes, hein, qu'on ne pouvait pas faire il y a un an, et qui nous donnent une information. Alors là, en horizontal, vous avez la latitude. À droite, c'est le pôle nord, au milieu, c'est l'équateur, et à gauche, c'est le pôle sud. Et ici, l'axe vertical, c'est l'altitude de l'atmosphère. Et les couleurs, c'est les nuages. D'accord ? Quand il fait bleu, quand c'est bleu-violet, il n'y a pas beaucoup de nuages, et quand c'est rouge et orange, il y a beaucoup de nuages. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la distribution verticale de la couverture nuageuse sur Terre. Et ça, c'est une information qu'on a maintenant depuis quelques mois et qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et pourquoi c'est très important ? Parce que les nuages ont deux effets opposés. Donc d'une part, ils réfléchissent le rayonnement solaire, ce qui a tendance à refroidir la Terre. D'autre part, ils ont un effet de serre important, ce qui a tendance à la réchauffer. Et suivant que les nuages sont hauts ou bas, c'est plutôt l'un ou l'autre de ces phénomènes qui l'emportent. D'accord ? Donc, si vous n'êtes pas capable de simuler la bonne distribution verticale des nuages dans les modèles, vous n'êtes pas bien capable de prendre en compte ces phénomènes. Et jusqu'à maintenant, on ne disposait pas de ce type d'informations. On connaissait la couverture nuageuse totale, hein, vue du dessus, on voyait bien les nuages, mais on ne connaissait pas bien la hauteur. Donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau qui, je pense, nous permettra de faire des progrès significatifs dans l'avenir. Alors maintenant, j'ai parlé aux projections pour le futur. La première chose qu'il faut pour prévoir le futur, c'est non seulement d'avoir un modèle climatique, mais aussi de faire des hypothèses sur ce qui va se passer. D'accord ? Alors, là, nous, ce qu'on fait, c'est on prend alors ça, c'est le GIEC hein, qui propose ça, qui propose des scénarios d'émissions, de concentration, d'émissions de CO2, mais aussi de méthane, etc. À nouveau, hein, je ne parle que de CO2, mais on prend en compte aussi les gaz à effet de serre. Et en fonction de ces émissions, on calcule des concentrations de CO2, donc ça c'est fait par ailleurs, et ces évolutions de la concentration de dioxyde de carbone, de CO2, on les rentre dans nos modèles et on calcule comme ça, suivant les différents scénarios, l'évolution de la température, à la fois sur le siècle qui vient de se passer, mais aussi sur le prochain siècle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord ? Ça, c'est des modèles, c'est un ensemble de modèles donc, des derniers rapports du GIEC.
En orange, vous voyez la ligne qui est, grosso modo, si on maintenait maintenant la concentration de tous les gaz à effet de serre égale à leur valeur d'aujourd'hui, donc il y aurait encore un petit réchauffement, mais il est assez faible. En rouge, c'est si jamais on continuait à augmenter nos émissions, et en bleu, schématiquement, c'est si on stabilise nos émissions, de façon très grossière. Voilà. Donc ce qu'on voit, la différence de couleur, c'est ce qu'on fera nous. D'accord ? Dans une couleur, le grisé ou la partie jaune, orange ou rouge, c'est l'incertitude des modèles, et le changement de couleur, c'est vraiment une différence de scénario, donc c'est une différence de ce qu'on fait nous dans le temps. Voilà, alors je vais juste m'arrêter et faire la transition pour la suite. Donc, ici, c'est une carte de température, de changement de pluie. D'accord ? On parle beaucoup de la température, bon, elle augmente à peu près partout, c'est à peu près homogène. Par contre, le changement de pluie peut être très différent d'une région à l'autre. En bleu, ça c'est le résultat des deux modèles français, celui de l'IPSL et celui de Météo France. En bleu, vous avez les régions où il pleuvra plus, et en jaune, vous avez les régions où il pleuvra moins, donc selon chacun des modèles. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des régions importantes comme l'Amazonie, l'Afrique de l'Ouest ou l'Inde, où les deux modèles prévoient des choses de signes opposés. D'accord ? Et ça, c'est une des choses où c'est une illustration des limites actuelles de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Il y a des régions entières, grandes, de type continental, sur lesquelles on ne sait pas, par exemple, où quelque chose aussi important comme la pluie évoluera dans le temps. Ça, il faut savoir, c'est vraiment les limites de notre connaissance. On travaille actuellement pour essayer de les améliorer, mais voilà, c'est dans l'état des choses. Ok, ça c'est la variation de la glace de mer. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à la fois des choses qui sont bien définies, bien connues maintenant, notamment en termes du fait qu'il y a un effet de serre et que si on le change, ça va augmenter la température. Si on l'augmente, ça va augmenter la température de la Terre, etc. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien connues. À la fois, c'est l'amplitude exacte de ce réchauffement et puis aussi tout ce qui est lié aux précipitations et à l'effet régional. Et donc, ça me permet de faire la transition avec ce que va faire présenter maintenant. Voilà, merci. Merci Jean-Louis.